la une, débrayage des employés de la Simco ce matin, une mobilisation pour dénoncer la vente de l'entreprise à la Société nationale immobilière. Une opération lancée l'an dernier par l'État pour alléger ses dépenses dans le secteur en Outre-mer. La CTG et la mairie envisagent une reprise. Les 18 ministres du gouvernement Macron-Philippe sont désormais connus, des politiques de droite, de gauche et du centre, mais aussi, comme prévu, des personnalités issues de la société civile. C'est le cas de la championne d'escrime Laura Flessel. On en parle dans quelques instants. Et puis une rencontre pour aborder l'homosexualité et en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Le Refuge Guyane a organisé une séance de discussion avec des lycéens de Melchior-Garé à Cayenne. L'occasion de les sensibiliser. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, quelques images. Après les fortes pluies de ces dernières 24 heures, le nord-ouest du territoire n'est plus placé en vigilance jaune ce soir. Mais les importantes précipitations ont tout de même provoqué des inondations dans la zone. À Saint-Laurent, 5 quartiers ont été inondés et 95 personnes ont dû être évacuées. Une partie a également été mise en sécurité dans le gymnase municipal avant d'être relogée. Je vous le disais, l'État se désengage vis-à-vis des sociétés immobilières ultramarines, une décision prise en 2016 pour alléger ses finances en laissant le soin à la SNI de gérer ses parts, une situation qui provoque l'inquiétude des employés. C'est le cas des salariés de la Simco à Kourou. Ils se sont rassemblés ce matin devant leurs locaux pour sensibiliser les Kouroussiens aux conséquences de la vente du bailleur social. Une mobilisation épaulée par le président de la CTG et les parlementaires. Rodolphe Alexandre s'est rendu sur place avec une proposition alternative. Explication Jonathan Lariot. Devant l'entrée de la Simco à Kourou, le débat s'annonce houleux. Le président de la collectivité territoriale tente de convaincre les employés du bien fondé de son action auprès de la direction. C'est parce qu'on a compris que c'est votre avenir que d'abord on a exposé quelles sont les conditions, les acquis, les carrières, les emplois. On a écouté. Mais le calme est difficile à instaurer et pour cause, le sujet est sensible. Les employés ont débrayé depuis ce matin devant les locaux de la Simco. Une action pour dire non au projet de rachat des parts majoritaires de la structure par une entreprise privée. La Simco, c'est 100 millions de marché public. L'entreprise, elle se porte bien. Il y a une inquiétude au niveau du personnel. Effectivement, c'est un peu normal. Les multinationales, c'est réduction du personnel, etc. On essaye de faire le maximum de profit et ces bénéfices-là ne seront pas réinvestis en Guyane. Aujourd'hui, le capital de la Simco de plus de 49 millions d'euros est réparti à 40% pour la mairie de Kourou, 40% aussi pour le Centre national d'études spatiales. 11,98% sont détenus par l'État, 8% par la CTG et 0,02% par des privés. La décision de l'État de vendre ses parts à la Société nationale immobilière ainsi que celle du CNES rendrait ainsi cette SNI actionnaire majoritaire au sein de la Simco. Aujourd'hui, on ne comprend pas une société comme nous, Simco, qui fonctionne correctement, qui répond aux besoins du logement social en Guyane, qu'aujourd'hui on veuille nous vendre pour dépendre d'un organisme qui ne se trouve même pas sur le lieu. Mais c'est surtout que le décisionnel viendra de Paris et on ne connaîtra pas les problèmes locaux. On est une entreprise guyanaise et on veut rester une entreprise guyanaise. Face à ce rachat presque inévitable, la dernière stratégie des collectivités locales, devenir majoritaire avant la SNI. La CTG et la mairie de Kourou détiennent à eux de 48% des parts de la Simco. 3% supplémentaires sont nécessaires à la majorité. Pour les récupérer, il faut que nous les achetions à un autre actionnaire, et en l'occurrence, c'est le CNES, avec lequel nous sommes en discussion, de manière à garantir justement une gouvernance locale de cet outil qui fonctionne, un outil qui a démontré sa capacité à produire du logement et qui demain aura une vocation justement à devoir s'étendre sur l'ensemble du territoire compte tenu des besoins au logement. Si la CTG et la mairie de Kourou devenaient actionnaires majoritaires de la Simco, je pense que ça remettrait quand même fortement en question la venue de la SNI en Guyane. Une réunion est prévue avec le directeur du Centre d'études spatiales et les élus de la collectivité au début du mois de juin, où sera probablement négocié le rachat des fameux 3%. Les employés espèrent aussi que la majorité guyanaise ne permettra pas à la SNI d'avoir un siège au conseil administratif. La liste a été dévoilée ce matin. Les noms des 18 ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron sont désormais connus. Des personnalités de divers partis ou issus de la société civile, tous réunis autour du Premier ministre Édouard Philippe. Parmi eux, 2 personnalités représentent les Outre-mer. La championne olympique d'escrime guadeloupéenne Laura Flessel, qui devient ministre des Sports, et Annick Girardin, ancienne députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reprend le portefeuille des Outre-mer. Outre-mer qui reste bien un ministère à part entière. Récit de cette journée qui met un point de départ au gouvernement d'Emmanuel Macron avec Éric Dupuis et Solène Boissé. Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame Laura Flessel,
ministre des Sports. 3 surprises en moins de 10 secondes. Tout d'abord, le maintien de l'outre-mer comme ministère de plein exercice. La question se posait depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis, deuxième surprise, le nom de la ministre qui en prend la charge. C'est une ancienne membre du gouvernement du précédent quinquennat, Annick Girardin, ultramarine de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a souhaité s'inscrire dès la passation de pouvoir dans la continuité. Je suis extrêmement honorée du choix qu'a fait le président de la République et le Premier ministre de me confier ce ministère pour un temps, pour poursuivre, et je dis bien poursuivre, le travail qui a été mené par Erika. La Réunionnaise quitte la rue Oudinot après 10 mois marqués notamment à la fin par la crise en Guyane. Elle quitte l'hôtel de Montmorin avec une certaine émotion. Je sens les regards changer. Je sens que la France océanique, elle est en train de prendre une dimension. Je sens que la fierté des Outre-mer est un mot qu'on peut dire maintenant. La fierté des Outre-mer, elle se trouve aussi non loin de là au ministère des Sports. C'est la 3e surprise de cette composition gouvernementale. La Guadeloupéenne Laura Flessel vient prendre ses fonctions de ministre devant des employés antillaises aux Anges, 26 ans après Roger Bambuc. C'était une volonté de gérer d'Emmanuel Macron. Je vous dirais que je suis l'outre-mer, et c'est vrai que j'ai un clin d'œil, un regard pour la Guadeloupe, mais l'outre-mer ce n'est pas que la Guadeloupe. Donc du coup on va travailler pour tout le monde. Laura Flessel assistera à son premier conseil des ministres ce jeudi matin à l'Elysée, comme l'ensemble des membres de ce premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Sa place sera confirmée ou non à l'issue des élections législatives. Chez nous, les politiques réagissent à ces nominations. À quelques jours des législatives, cette étape constitue un point de départ crucial aux yeux des élus et acteurs sociaux du territoire. Les candidats au prochain scrutin y sont aussi particulièrement attentifs. Georges Patient, Gabriel Serville, Antoine Karam, Joël Prévost-Madère et François Ringuet se sont exprimés au micro de Natacha Maltaverne. C'est un gouvernement, comme l'avait annoncé le président Macron. Simplement, il y a quelques marqueurs au niveau de mes connaissances personnelles. Bien sûr, les Outre-mer. À un moment donné, on avait parlé de secrétariat. Je vois que ça a été maintenu quand même. On a un ministre des Outre-mer avec une ultramarine qu'il ne faut pas confondre. C'est Annick Girardin qu'il ne faut pas confondre avec Brigitte Girardin qui avait déjà été ministre des Outre-mer. Il y a également un nom qui me semble très bien aussi, c'est M. Blanquer qui a été recteur en Guyane, très bon recteur, et qui surtout connaît bien les problèmes de la Guyane, qu'il n'a jamais cessé de suivre. À plusieurs reprises on l'a rencontré, et là aussi on sera en terrain connu. Il y a des nominations qui me paraissent inquiétantes quant à la politique que nous entendons mener en Guyane, une politique de développement endogène, notamment avec Hulot, qui est quand même ministre d'État en 3e ou 4e position. Il y a des éléments de surprise, mais globalement, je m'attendais un petit peu à cette configuration, puisque le président de la République avait déjà annoncé sa volonté d'aller vers une espèce de gouvernement d'union nationale où on va retrouver à la fois des élus de droite, de gauche et du centre. Simplement, je réitère ma perplexité parce qu'au sein de ce gouvernement, il y a des personnes dont j'ai vu l'incapacité à travailler ensemble lorsqu'elles étaient au sein de l'hémicycle comme députées. Et donc je ne pense pas qu'aujourd'hui elles vont arriver à trouver les moyens de continuer à œuvrer ensemble. Je pense à Gérald Darmanin et avec Annick Girardin qui n'étaient pas forcément deux personnes qui allaient ensemble à la chasse, et puis il y en a d'autres. Alors il y a des inconnus qui sont arrivés au bataillon, mais je pense qu'au-delà, certainement qu'il va falloir être très fort. Ça n'est pas une surprise puisque tout au long de sa campagne, le président Macron, Emmanuel Macron, avait toujours annoncé qu'il mettrait en place un gouvernement hétérogène, c'est-à-dire composé de personnalités venant de la droite, de la gauche et de la société civile. Donc il est dans sa logique. Alors, nous n'avons pas d'observation à ce stade. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des bons interlocuteurs pour le dossier de la Guyane. Nous sommes des parlementaires nationaux, mais nous défendons d'abord notre territoire. Et l'accord de Guyane doit avoir une vie maintenant.
Et donc lorsque les cabinets seront mis en place, nous prendrons les rendez-vous naturellement en partageant ces rendez-vous avec le collectif, les autres parlementaires, l'association des maires, les représentants des maires, pour que nous soyons une force pour discuter sur le fond de ce dossier qui est pour nous important. Au sein de ce gouvernement, on y retrouve quand même quelques personnes qui connaissent déjà la Guyane. Donc nous pouvons espérer une autre vision de la Guyane, une meilleure écoute et donc une meilleure réponse à nos demandes. Ma première satisfaction, c'est l'arrivée déjà du Premier ministre, qui est, comme je disais, donc, un ancien porte-parole d'Alain Juppé. Ça veut dire que, pour moi, un juppéiste fait partie de l'équipe. Et moi-même, j'étais aussi porte-parole. Ça veut dire que nous sommes, nous avons eu l'occasion, plus précisément, j'ai eu l'occasion de discuter avec Dominique Perben sur quelle stratégie à mettre en place sur l'avenir, surtout par rapport à la Guyane. Maintenant, c'est une vision aussi à avoir aussi sur l'ensemble du gouvernement. Elle est composée, je veux dire, d'ultramarins, pareil, et aussi, et donc maintenant cette fois-ci avec le nom plutôt donc de la nouvelle ministre de l'Outre-mer. Qu'est-ce qu'elle fera exactement pour la Guyane? C'est toute la question. Et puis la dernière question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce gouvernement va résister aux législatives? Ça va être difficile, très dur. Mais donc on aura seulement la réponse après, dans 2 semaines. Et ce soir, la garde des Sceaux, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, bien sûr, votre réaction après la nomination du Premier ministre, Édouard Philippe, et puis aujourd'hui les 18 ministres du gouvernement. Un gouvernement paritaire qui rassemble plusieurs partis à gauche, à droite, écologistes, extrême gauche, des personnalités issues également de la société civile tout simplement et non pas des politiques, et puis qui souhaitent se lancer sous un gouvernement dit La République en marche. Comment voyez-vous la composition de cette équipe ? Bon, déjà, il y a quelques politiques pour commencer, mais par ailleurs, surtout, je crois qu'il est assez dérisoire de vouloir commenter la présence d'un tel ou d'un tel autre. Il y a un enseignement à tirer dans la cohésion même de ce gouvernement. Nous verrons à l'usage ce qu'il donne. Mais pour ma part, je ne crois pas au millimélo idéologique. Dans idéologique, il y a idée. Et je pense que la politique, justement, repose sur des idées, sur des conceptions, sur une vision de la société. Donc, quant à savoir si on connaît un tel, si on a fréquenté un tel, ou si un tel connaît la Guyane, ça n'est pas de là que viendront les réponses à notre territoire en particulier. Sera compétent peut-être concernant la compétence de certaines personnes, notamment les personnes issues mais il ne s'agit pas, de la société. Je crois qu'il est... Non, il n'y a pas lieu de poser les compétences des uns et des autres. Les compétences, elles sont actées par le président et le Premier ministre qui eux-mêmes nomment ces personnalités. On préjuge qu'ils ne nomment pas des personnes absolument incompétentes. Moi, je crois que ce qui nous préoccupe d'une façon générale sur la Guyane, sur la France, sur les Outre-mer, sur la France, sur l'Europe, sur le monde, ce qui nous préoccupe d'une façon générale, c'est quelle est la cohérence, pour le coup, quelle est la cohérence des politiques publiques qui vont être conduites. Donc, lorsque on peut se gargariser de gouvernement d'union nationale, mais on voit bien que le discours sur ni droite ni gauche et de droite et de gauche, une fois qu'on est dans la pratique, c'est perturbant, on le voit à travers les commentaires. Quelle est la cohérence? Quelle sera la cohérence? Donc il y a 2 enseignements à mon avis à tirer de ça. D'abord, c'est que la politique, c'est vraiment une question d'idées, une question de conviction, parce que les citoyens doivent comprendre où on les conduit, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est pas la même chose de croire à la justice sociale, c'est pas la même chose de croire à l'égalité des individus, c'est pas la même chose de penser à la solidarité dans la société d'un côté, et d'un autre côté, de croire profondément à la compétitivité, de penser qu'il faut constamment demander des efforts pour combler les déficits budgétaires, alors que ces déficits ont été creusés par des politiques fiscales injustes. Donc ça n'est pas la même chose. Le deuxième enseignement, très important, c'est que justement, nous avons de plus en plus besoin d'engagement politique, de personnes qui ont des engagements politiques stables, constants, cohérents, pas des gens qui varient, pas des gens qui croient aux intérêts catégoriels, pas des gens qui changent d'avis, mais vraiment l'engagement politique. Et j'espère que le Parlement sera à cette figure-là. Vous êtes donc inquiète
pour les 5 prochaines années? Je suis comment dire, d'abord vigoureuse dans le combat et dans l'engagement. Je suis évidemment, je reste optimiste dans la mesure où je crois profondément à la combativité. Je crois pour la Guyane notamment que les Guyanais vont faire la différence entre des candidates. Et je soutiens une candidate et très clairement, et j'en suis très fière, je soutiens 2 candidats. Dans la première circonscription, Lynn Létard, et dans la deuxième, Jean-Étienne Antoinette, parce que ce sont des personnes qui ont des engagements politiques très clairs. Donc le contrat avec la société, avec les citoyens, est un contrat extrêmement clair. Donc ce qui compte pour moi, c'est que vraiment, on envoie au Parlement, aussi bien de la Guyane que d'ailleurs, on envoie au Parlement des députés qui sont préoccupés de l'intérêt général. Préoccupés de l'intérêt général, pas d'intérêt catégoriel. On sent bien l'importance pour vous de ce rendez-vous des législatives, on va y revenir, mais quand même, parlons de cet état de fait, c'est-à-dire qu'on a un président sans parti, on a un mouvement en marche, et puis en même temps que le début, on va dire, de la campagne, vous lanciez, vous, avec Anne Hidalgo et Martine Aubry, un mouvement également, dès demain, avec donc 200 autres personnalités qui sont associées donc à ce mouvement. Dans une tribune co-signée dans le journal Le Monde, vous précisez qu'il s'agit de faire émerger au sein de la société une vision nouvelle, de libérer, je cite, notre avenir français et européen de la catastrophe environnementale, de la casse sociale, de la faillite démocratique, de l'abandon des valeurs républicaines. Ces 4 fatalités n'en formant qu'une contre laquelle nous luttons. Par quelles actions cela va-t-il se traduire? Alors d'abord, il faut bien noter que ce sont des sujets extrêmement importants. Et ce sont des sujets sur lesquels de nombreux citoyens se sentent orphelins parce qu'il n'y avait pas cette offre-là au deuxième tour. C'est logique parce que le premier tour élimine. Donc au deuxième tour, évidemment, il y a de nombreux électeurs, de nombreux citoyens qui n'ont pas l'offre qu'ils souhaitent, l'offre politique qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est normal. Sauf que nous sommes dans une situation particulière et que l'offre du deuxième tour est une offre qui a laissé de côté, même si ces personnes, vous savez que j'ai fait campagne au deuxième tour, donc même si les citoyens... Vous avez voté contre Marine Le Pen? Voilà, j'ai appelé à voter pour M. Macron. Ça n'est pas la même chose. J'ai appelé à voter pour M. Macron, sans état d'âme, tout en exposant très clairement mes désaccords sur son programme et sa vision de la société. Donc moi, je fais de la politique de façon très active, de façon très engagée. Donc ce qui compte, c'est pas contre effectivement un parti politique dont les dirigeants sont des notables qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas l'institution judiciaire et qui vont casser la société. Mais ce que je veux, c'est engager les gens pour. Donc c'est ainsi que j'ai conçu les choses. Ceci étant, il y a de nombreuses personnes qui souhaitent que les idées sur la question démocratique, c'est-à-dire quelle est la place des citoyens, comment les citoyens peuvent intervenir dans les institutions, comment ils peuvent peser sur les décisions. C'est une question essentielle, nous y tenons. La justice sociale, c'est-à-dire comment les personnes ne sont pas juste une force de travail, mais des individus, des personnes qui doivent avoir une vie personnelle, une vie sociale, une vie économique bien sûr, professionnelle, pour leur utilité sociale, mais en même temps que ce sont des personnes qui puissent s'épanouir dans la société. Comment sur un territoire comme la Guyane, nous soyons capables de nous penser en tant que territoire, c'est-à-dire comprendre ce que nous avons. Enfin, nous ne sommes pas n'importe où, n'importe qui. Le dernier mouvement social, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que les revendications, elles portent essentiellement sur des mesures budgétaires. Oui, d'accord, les mesures budgétaires, c'est normal, et nous devons même exiger l'équité budgétaire. Mais enfin, lorsqu'on a un territoire comme ça, avec des ressources naturelles en biodiversité, le sous-sol, les ressources de la mine, qui ne sont pas la propriété des entreprises, le sol, avec l'agriculture, les autres activités artisanales, les ressources maritimes, je pourrais même dire les ressources spatiales, on doit penser l'économie. On doit penser l'économie dans l'intérêt général, c'est-à-dire penser des formes de société, ça existe juridiquement, qui permettent de gérer ces ressources naturelles au bénéfice de la société. Est-ce qu'on pense à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces accords, par exemple, concernant la jeunesse en particulier? Alors justement, à propos de ces accords, vous avez bien suivi le mouvement, vous avez même tenté au départ de jouer les médiateurs. Votre proposition a été rejetée pendant un temps, notamment à cause d'une déclaration au sujet des 500 frères et les fameuses cagoules. Mais au final, des accords sont signés le 21 avril. On promet 2 milliards aux Guyanais. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les prochains jours, notamment avec l'actuel gouvernement? Alors d'abord, il ne faut pas propager des informations inexactes. Je n'ai jamais tenté d'être médiateur, moi. J'étais en Guyane. Je n'ai jamais tenté d'être médiateur. Vous aviez proposé d'aider dans les discussions? Mais je n'ai jamais proposé ça, madame. Apportez-moi la preuve de cela. Donc moi, je sais bien qu'on est dans une ambiance où chacun raconte ce qu'il veut et le multiplier, que les réseaux sociaux, ça sert à amplifier. Mais enfin là, nous sommes sur un média sérieux. N'est-ce pas? Par conséquent, absolument. Par conséquent, nous parlons de choses vérifiables et certaines. Il est certain que je n'ai pas cherché à être médiateur.
si j'avais été sollicitée, c'est mon territoire, c'est mon pays, c'est ma culture, c'est mon avenir, c'est celui de mes enfants et de mes petits-enfants. Si j'avais été sollicitée, de la même façon que j'ai été sollicitée à l'époque de la grève sur l'université, que je me suis mise à disposition, que je me suis impliquée, que je me suis fortement engagée, que j'ai débloqué les choses, j'aurais apporté ma contribution. Ça n'a pas été le cas. Alors, qu'on réinvente des histoires et qu'on raconte des contes et des légendes, ça ne me dérange en rien. On me prête toujours infiniment plus que ce que j'ai. Bon. Alors, mais ce qui compte sur les résultats, d'une certaine façon, j'ai rappelé sur le territoire, ses potentialités et ce que nous pouvons faire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est réclamé sur les services publics qui sont essentiels pour l'égalité des citoyens sur le territoire, il y a quelques mesures qui ont été demandées. Non, ça ne suffit pas, mais il faut enfin qu'on pense ce territoire. On peut commencer à demander des comptes. Il faut envisager un nouveau statut. Ceux qui sont. On peut penser que peut-être qu'en disposant de compétences plus larges qui nous donnent des marges de manœuvre, on pourra peut-être prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes. On peut le penser, on peut se faire confiance. Alors, c'est vrai que lors de la consultation en 2010, le camp qui a gagné proclamait « nous pas comparer ». Bon, moi je trouve assez étonnant qu'on doute de soi à ce point-là, individuellement, collectivement et politiquement. Je suis absolument ébahi de cette façon de se dévaloriser collectivement. Nous pas comparer. Bon, je ne sais pas quand nous le serons, mais il est évident qu'un territoire situé en Amérique du Sud, d'une superficie comme le nôtre, avec ses potentialités, mais surtout avec sa jeunesse, avec la nécessité de former cette jeunesse, on peut essayer de penser ce territoire, on peut essayer de pouvoir prendre des décisions sur place. Donc je pense effectivement qu'il faut aller jusque-là. Christiane Taubira, depuis 2012, on ne vous voit plus, en tout cas en apparence, sur la scène politique en Guyane depuis 2012, mais vous revenez souvent auprès des jeunes, notamment par vos écrits. On pense bien sûr à Murmure à la jeunesse, et puis Nous habitons la terre tout dernièrement. Même hier, vous étiez encore en conférence pour présenter ce livre et ses enjeux. C'est votre nouveau credo, vous consacrez aux jeunes générations ? Pour moi, c'est essentiel, c'est fondamental et je pense même que c'est un devoir de génération. Alors effectivement, j'ai donné une conférence hier soir à l'université, à l'invitation du directeur de la formation continue. C'était une conférence consacrée à mon dernier livre, Nous habitons la terre, comme vous venez de le dire. Mais j'avais proposé à son invitation, j'ai proposé immédiatement d'ajouter des séquences où je pourrais contribuer à aider les étudiants à rattraper les semaines de cours dont ils ont été privés, de sorte que j'ai eu le privilège de passer des heures avec des étudiants en droit, des étudiants en sciences de l'éducation, des étudiants en administration publique. Donc voilà, j'ai passé mon lundi et mon mardi à l'université et j'ai pu travailler avec ces étudiants, avec leurs professeurs également. Donc ça a été une très belle expérience pour moi, mais c'est vrai que c'est essentiel pour moi, la jeunesse. Oui. C'est essentiel pour moi. C'est à la fois un devoir, mais c'est aussi une source d'enthousiasme, parce que je vois le potentiel. Et en même temps, je suis parfois profondément déchirée, parce que je vois aussi l'absence de chance, l'absence d'effort, l'absence... moi, je l'ai dit pendant le mouvement, on m'a prêté toutes sortes de choses. Moi, j'aimerais bien qu'on me rende simplement ce que j'ai dit, parce que moi-même, je debout derrière ça m'a dit. Moi, debout derrière ça m'a dit, moi, debout derrière ça m'a dit. Donc, voilà, sur ces questions-là, la question justement de la jeunesse, j'ai trouvé que sa place n'était pas évidente et n'était pas manifeste. Donc, Murmure à la jeunesse, Nous habitons la terre, on voit bien que vous cherchez à insuffler chez eux un intérêt pour la chose politique, pour tout simplement ce qui se passe dans la société. Pensez-vous qu'il soit encore possible, ou plutôt comment, de les intéresser, ces jeunes, à ce qui se passe justement sur la scène politique et puis de manière générale de s'engager beaucoup plus dans la société? Oui, bien sûr, il faut leur faire confiance, mais il faut leur donner des opportunités. On ne peut pas juste leur faire des reproches. On passe son temps à faire des reproches aux jeunes. Mais d'abord, les jeunes, ça grandit, les jeunes, ça apprend, les jeunes, ça s'éduque. Donc il faut leur faire confiance. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je fais le tour du monde. Je suis sollicitée, je ne réponds pas à 10% des sollicitations. Mais mon critère pour répondre, c'est que je puisse m'adresser à la jeunesse. Et puis, autant que possible, aux femmes dans un certain nombre de pays où il faut leur donner une visibilité, il faut leur donner une force supplémentaire. Donc, pour moi, vraiment, l'avenir du monde est essentiel. Le monde est très déséquilibré. Il est très injuste. En fait, la mondialisation met sous nos yeux une concentration des richesses, un creusement des inégalités, une exclusion massive de personnes, une surexploitation des ressources naturelles, donc des enjeux qui sont fondamentaux, ne serait-ce que pour le cadre de vie des générations qui nous suivent. Donc il faut impliquer ces générations qui nous suivent, il faut lui donner les moyens, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, c'est vrai, je le fais passionnément, mais pour moi, c'est faire de la politique, ça. C'est faire de la politique. C'est la question que j'allais vous poser.
Est-ce que Christiane Taubira reviendra sur la scène politique? Est-ce qu'on peut envisager, dans cet engagement qui est le vôtre, vous revoir en politique? Faire de la politique, c'est pas forcément aller dans un engagement électoral. Dans l'engagement électoral, j'accompagne volontiers. J'accompagne l'État parce que c'est un vrai bonheur de travailler avec cette responsable politique. Elle est brillante, elle est sobre, elle est forte, et puis elle est sincère, elle est profondément sincère, elle est cohérente. Donc c'est un vrai bonheur et les militants lui font confiance. C'est un bonheur de travailler avec Jean-Étienne Antoinette. Donc, mais je le fais ailleurs aussi, c'est-à-dire que en France, je suis invitée dans plus de la moitié des circonscriptions. Vous travaillez dans l'ombre finalement. C'est pas de l'ombre, je suis en pleine lumière. Ce n'est pas de l'ombre, mais je n'ai absolument aucun projet électoral, si c'est ce que vous voulez entendre. Merci beaucoup. Merci Christiane Taubira d'avoir répondu à nos questions. Nous allons bien sûr devoir passer à autre chose très rapidement. Merci de m'avoir bien reçu. Entendu, merci. Bien entendu, la population guadeloupéenne n'a pas caché sa joie à l'annonce de la nomination de Laura Flessel au ministère des Sports. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Je suis très contente pour elle, c'est une petite bourgeoise. On a vu elle être élevée ici, je suis contente, je suis fière. C'est une certaine reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait au niveau du sport, les performances et tout, et pour donc une certaine maîtrise quand même dans le monde du sport. Donc je pense que ce sera bien représenté. C'est génial, enfin, la Guadeloupe sera à l'honneur. En content quand même, c'est un petit bourgeois en plus. Et c'est pour dire qu'on connaît lui, nous faisons l'école ensemble. Et maman fait l'école bas moi. Que du bonheur, parce qu'elle en a fait beaucoup. Hein. Donc si elle est ministre, c'est qu'elle méritait ça. Et on en est fiers à petit bout. Hein. C'est une grande surprise, déjà dit, mais je pense que c'est un poste mérité vu tout ce qu'elle a accompli pour la France. Et toutes mes félicitations pour elle, parce que c'est une grande fierté pour la Guadeloupe. Un coup de chapeau à la nomination de Laura Flessel et j'espère qu'elle sera aussi performante dans ses attributions politiques que quand elle était la guêpe au sport. C'est une bonne chose pour la Guadeloupe. En plus, c'est la force du pays. Alors je pense que normalement on doit l'applaudir sur ça. Un peu de fierté guadeloupéenne quand même et de chauvinisme, puisque la grande Laura Flessel se trouve dans un ministère des Sports. Et savoir que la France est en train de préparer avec tous les moyens qui sont à sa disposition les prochains Jeux Olympiques. Je suis très contente déjà en tant que petite bourgeoise et puis en tant que femme aussi. Donc je trouve qu'elle a sa place aussi parce que bon, pour tout ce qu'elle a déjà fait au niveau des sports. Et aujourd'hui elle est nommée ministre des Sports, donc je peux que la féliciter. C'est une battante, comme on dit la guêpe. Elle s'est bien battue, donc c'est bon. Je me dis que c'est bien pour une fois que c'est une Guadeloupéenne, pourquoi pas. Je vous lisais en titre une séance de dialogue pour libérer la parole des jeunes sur une question encore taboue. C'est ce qu'a proposé le refuge à des lycéens aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Les équipes de l'association de soutien aux LGBT tiennent une série d'actions de sensibilisation. Ce midi, les élèves du lycée Melchior Garret ont eu la visite du président de l'association, l'occasion pour eux d'échanger et de partager leurs interrogations. Charlotte Fleury. Ce midi, au lycée Melchior Garret, les élèves de première économique et sociale participaient à une intervention de sensibilisation contre l'homophobie. Autour de questions et discussions, les élèves ont partagé leur avis sur le sujet. Du haut de ses 16 ans, Charlène a déjà un avis très tranché sur la question. De base, j'ai trouvé ça super ce qu'ils ont fait, ils se sont déplacés et ça sensibilise beaucoup de monde et je pense que ça fait changer beaucoup de monde d'avis aussi car en fait, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on met les gens dans des cases, mais en fait c'est juste deux personnes qui s'aiment et point, que ce soit hétéro ou homosexuel, donc voilà. Et moi ce que je pense de l'homosexualité, c'est justement que c'est quelque chose de normal en fait. Comme je l'ai dit, c'est pas un choix, mais c'est quelque chose qu'on est depuis qu'on est tout petit, pour certains, et des fois on le devient, c'est pas un choix propre, une décision en fait qu'on prend. Ces interventions sont menées par les membres du refuge, l'association qui vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. En milieu scolaire, elles sont très importantes car elles permettent de sensibiliser les jeunes sur ce sujet qui doit faire face à beaucoup de stéréotypes. Tout dépend aussi de l'entourage, il y a des personnes qui en discutent, peut-être il y a des jeunes qui en discutent entre eux dans la cour d'école ou en classe ou autre. Après il y a des jeunes où le sujet est beaucoup plus difficile à aborder, hein. Vous avez vu surtout les garçons, en général le sujet est assez difficile à aborder. Donc il y a parfois la pression sociale, la pression familiale aussi qui font que ce sujet reste très très tabou. Si à l'échelle nationale, l'association SOS Homophobie avait recensé plus de 1500 actes homophobes l'année dernière en France, on ne connaît aucun chiffre pour la Guyane.
Aucune association qui s'occupait justement de récolter des statistiques sur ces sujets-là. Au niveau des données officielles, il y en a très peu, puisque les seules données officielles, c'est sur les affaires d'homophobie traitées par la justice. En 2016, il n'y en avait qu'une, par exemple, puisque malheureusement, les personnes n'osent pas porter plainte à cause de ça, justement, puisque c'est un sujet qui est très très sensible, et donc en général, ils préfèrent garder ça sous silence. Pour l'instant, le refuge effectue des interventions uniquement en milieu scolaire, mais devrait prochainement organiser des réunions publiques. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ce débrayage des employés de la Cimco ce matin. Une mobilisation pour dénoncer la vente de l'entreprise à la Société nationale immobilière. Opération lancée l'an dernier par l'État pour alléger ses finances dans un secteur qu'il abandonne en Outre-mer. La CTG et la mairie de Kourou envisagent une reprise de la Cimco. Les 18 ministres du gouvernement Macron-Philippe sont désormais connus des politiques de droite, de gauche et du MoDem, mais aussi, comme prévu, des personnalités issues de la société civile. C'est le cas de la championne d'escrime Laura Flessel. La Guadeloupéenne devient ministre des Sports. Et puis, une rencontre pour aborder l'homosexualité. En cette journée de lutte contre l'homophobie, le Refuge Guyane a organisé une séance de discussion avec des lycéens de Melchior-Garé à Cayenne. L'occasion de sensibiliser à la souffrance des victimes. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. À demain.